Qui aurait pu croire qu'au cœur de la chanson française la plus lumineuse, derrière les mélodies qui consolaient des générations entières, se cachait une histoire traversée par la peur, le silence, la maladie et l'effondrement? Qui aurait imaginé qu'un couple si souvent montré comme l'image même de l'accord parfait entre l'amour et l'art portait, dans l'ombre, des blessures si profondes qu'elles semblaient parfois dévorer jusqu'à la musique elle-même? Et comment ne pas s'interroger, encore aujourd'hui, sur ce qui se jouait réellement derrière les regards tendres, les refrains inoubliables et la légende dorée de France Gall et Michel Berger? Car c'est bien là que commence le vertige. Pendant des années, la France a voulu croire à un miracle rare, celui d'un homme et d'une femme unis par une même sensibilité, un même feu créatif, une même façon de transformer les blessures du monde en chansons. Elle, France Gall, née Isabelle Geneviève Marianne Gall, le 9 octobre 1947 à Paris, enfant d'une famille de musiciens, devenue à 17 ans une étoile européenne grâce à Poupée de cire, Poupée de son à l'Eurovision de 1965. Lui, Michel Berger, né Michel Jean Hamburger le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, compositeur, chanteur, architecte sonore d'une pop française élégante, intime, profondément émotionnelle. Ils se marient le 22 juin 1976, auront 2 enfants, Pauline et Raphaël, et construiront ensemble l'une des unions artistiques les plus marquantes de la scène française. Mais les couples mythiques ont souvent 2 visages. Il y a celui qu'ils offrent au monde et celui qu'ils tentent de protéger derrière des portes closes. Dans leur cas, le premier visage était presque irréel. Des chansons devenues des repères affectifs collectifs, une complicité créative fascinante, des succès qui semblaient confirmer que l'amour pouvait, parfois, survivre à la célébrité. Le second visage, lui, était traversé par une lutte permanente. Pas seulement les tensions ordinaires de 2 artistes puissants, pas seulement les failles d'un mariage soumis à la pression des tournées, des studios, des attentes du public, mais quelque chose de plus lourd, de plus cruel, de plus tenace. L'idée qu'une tragédie intime s'était installée très tôt au centre même de leur foyer et qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne pourrait jamais être simple. La grande fracture porte un prénom, Pauline. Née en 1978, leur fille aînée est diagnostiquée très tôt d'une mucoviscidose, une maladie grave que le couple choisit de garder secrète pendant des années pour la protéger. Cette décision en dit long sur leur monde intérieur. Pendant que le public voyait un tandem brillant, eux vivaient avec l'angoisse quotidienne, l'attente, l'espoir suspendu au progrès de la médecine. France Gall et Michel Berger auraient alors organisé leur vie pour se relayer, réduire tour à tour leurs engagements artistiques, se rendre disponibles pour leur enfant, faire de la famille une forteresse. Mais une forteresse bâtie sous la menace, une forteresse où l'amour n'efface pas la peur, où le courage n'empêche pas l'épuisement, où le silence public devient parfois une seconde prison. C'est ici que la légende commence à se fissurer, parce qu'une douleur de cette nature ne se contente pas de traverser une maison, elle redessine les êtres. Elle modifie les rythmes, les humeurs, la façon de parler, la façon de se taire. Elle peut rapprocher de manière presque sacrée, et elle peut aussi user les âmes jusqu'à rendre le quotidien presque irrespirable. Chez France Gall et Michel Berger, cette épreuve semble avoir agi comme un lien absolu et en même temps comme un poids indicible. Ils se battaient ensemble, oui, mais se battre ensemble ne signifie pas souffrir de la même manière. Dans certains foyers, la douleur construit une unité. Dans d'autres, elle crée des chambres intérieures séparées, des mondes parallèles, des solitudes qui se frôlent sans toujours se rejoindre. C'est précisément ce qui rend leur histoire si troublante. Car à mesure que leur œuvre avançait, beaucoup ont vu en eux une sorte de fusion idéale. En réalité, il est possible que leur couple ait longtemps reposé sur un équilibre extrêmement fragile, celui de 2 sensibilités immenses, enfermées dans un devoir de force, tenues debout par les enfants, par la musique, par la pudeur, par l'image aussi. L'époque n'encourageait guère les grandes confessions. On n'exposait pas sa vie comme aujourd'hui. On portait les catastrophes avec élégance. On sauvait les apparences. On protégeait les siens. Et l'on continuait parfois à sourire devant les caméras, alors même que le cœur s'effondrait à l'intérieur. Le public, lui, entendait la grâce.
Il entendait des chansons qui semblaient parler d'élan, de résistance, de fidélité à soi, de blessures sublimées. Et c'est peut-être là le plus bouleversant. Ce couple a transformé une part de sa nuit en lumière pour les autres. Michel Berger écrivait comme on ouvre une veine discrète. Franz Gall chantait comme si chaque mot devait paraître simple, alors qu'il venait de très loin, de très profond. Ensemble, ils ont donné à la variété française une densité émotionnelle qui dépassait le simple divertissement. Pourtant, à l'abri des projecteurs, le réel n'avait rien d'une chanson. Il avait le visage des consultations, de l'inquiétude familiale, de l'espoir qui revient puis recule, de la fatigue psychique, et peut-être aussi du sentiment insoutenable de ne jamais pouvoir vivre pleinement une joie sans qu'une ombre vienne aussitôt la contredire. Puis viennent les années 1990, et avec elles, les rumeurs, les récits tardifs, les témoignages publiés bien après les faits, qui suggèrent que le mariage n'était plus l'édifice intact que l'on imaginait. Il faut rester prudent, car la vérité des couples célèbres est souvent déformée par les reconstructions postérieures. Mais plusieurs récits biographiques ont laissé entendre qu'au début des années 1990, Michel Berger aurait vécu une relation avec le mannequin allemand Béatrice Grimm et que le couple Berger-Gall traversait alors une phase de grande fragilité, certains allant jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une séparation envisagée. Rien de tout cela ne doit être asséné comme une certitude absolue. Ce sont des éléments rapportés a posteriori qui ont nourri la relecture tragique de leurs dernières années. Mais leur simple existence suffit à bouleverser l'image immobile du couple idéal. Et soudain, tout prend une autre couleur. Car si ces failles existaient réellement, alors leur dernier grand projet commun apparaît sous un jour presque déchirant. En juin 1992, paraît Double Jeu, album en duo de Michel Berger et Franz Gall. Le titre, à lui seul, résonne comme une énigme. Double jeu. Jeu à deux, jeu d'ombre, jeu de façade peut-être, ou simplement dialogue ultime entre deux artistes qui, malgré les tensions, restaient liés par quelque chose de plus fort qu'eux-mêmes. L'album sort le 12 juin 1992. Quelques semaines plus tard, tout bascule. Le 2 août 1992, après un match de tennis à Ramatuelle, Michel Berger meurt d'une crise cardiaque. Il n'a que 44 ans. La France est sidérée. L'un de ses plus grands auteurs-compositeurs vient de disparaître brutalement, alors que rien, dans l'imaginaire collectif, n'était prêt à accepter une fin aussi précoce. C'est ici que le mot « enfer », souvent utilisé dans les récits sensationnels, prend un sens moins tapageur et plus profond. L'enfer dans cette histoire n'est peut-être pas celui d'une guerre conjugale permanente. Il est plus complexe, plus silencieux, plus insidieux. C'est l'enfer des drames qui s'additionnent. L'enfer d'un couple que l'on croyait sauvé par l'amour et que la vie ramène sans cesse à sa fragilité. L'enfer d'une femme qui, après avoir vécu dans la peur pour son enfant, voit soudain l'homme de sa vie s'effondrer. L'enfer d'un œil qui arrive peut-être au moment même où tant de choses restaient en suspens, tant de mots encore retenus, tant de contradictions non résolues. La mort de Michel Berger n'a pas seulement interrompu une carrière, elle a laissé une question béante. Que restait-il entre eux au moment exact où le destin a tranché? De la tendresse? De la fatigue? De la colère? De la gratitude? De l'inachevé? Sans doute un peu de tout cela. Les grandes histoires d'amour ne meurent presque jamais dans la pureté d'un seul sentiment. Elles s'achèvent dans le mélange, l'attachement et l'usure, la fidélité et l'éloignement, la mémoire des commencements et la violence des derniers temps. C'est ce mélange qui rend la disparition de Michel Berger si terriblement poignante. Parce que la mort fiche tout. Elle empêche les explications. Elle transforme les tensions en fantômes. Elle interdit le dernier chapitre. Et pour Franz Gall, ce n'était pas la fin des épreuves. En avril 1993, quelques mois après la disparition de Michel Berger, elle est traitée pour un cancer du sein. Les sources contemporaines et rétrospectives indiquent que cette maladie a été prise en charge avec succès à l'époque. Mais comment ne pas voir, dans cette succession d'événements, l'image d'une existence broyée par les secousses? Comme si à peine un deuil commençait-il à se déposer, qu'un nouveau combat s'imposait déjà. Comme si le corps lui-même, à son tour, se mettait à porter l'histoire. Elle avance pourtant. C'est ce qu'il y a de presque irréel chez Franz Gall, cette manière d'avoir semblé tenir debout quand tant d'autres se seraient retirés du monde. Et pourtant, le prix à payer fut immense.
En décembre 1997, Pauline meurt à 19 ans. La blessure originelle, celle qu'ils avaient tenté de contenir, explose alors dans sa forme la plus définitive. La fille qu'ils avaient protégée avec tant d'acharnement n'est plus là. Le combat discret, quotidien, épuisant, est perdu. Pour France Gall, c'est plus qu'un deuil de plus. C'est l'effondrement d'un pan entier de sa vie intérieure. Après cela, elle ne se montrera plus que rarement en public. Cette raréfaction n'a rien d'un caprice de star retiré. Elle ressemble à une disparition progressive dans le silence, à une manière de survivre sans plus vouloir habiter pleinement la lumière. Alors oui, quand certains parlent de mariage d'enfer, il faut entendre autre chose qu'un simple scandale sentimental. Il faut entendre une histoire dévorée par l'épreuve. Une histoire dont la beauté extérieure était réelle, mais dont le coût intime fut vertigineux. Une histoire dans laquelle les chansons les plus lumineuses ont parfois été écrites au bord du gouffre. Une histoire où la loyauté familiale, la création, le secret, la maladie, les rumeurs d'éloignement amoureux et le deuil se sont enchevêtrés jusqu'à rendre impossible toute lecture simpliste. Et pourtant, réduire France Gall et Michel Berger à la souffrance serait aussi une trahison. Parce que leur grandeur, précisément, tient à ce paradoxe. Ils n'ont pas été seulement des êtres frappés par le malheur. Ils ont aussi été des créateurs de consolation. Michel Berger a laissé une empreinte immense dans la chanson française, comme interprète, mais surtout comme auteur-compositeur pour France Gall, Françoise Hardy, Johnny Hallyday et tant d'autres. Son écriture mêlait la mélodie populaire à une gravité souterraine. Quant à France Gall, elle a traversé les décennies en se réinventant, de l'icône yéyé à l'interprète mature de titres devenus patrimoniaux comme « Il jouait du piano debout »,« Elle l'a » ou « Évidemment ». Leur héritage n'est pas seulement discographique, il est émotionnel. Il a habité les familles, les radios, les souvenirs amoureux, les enterrements, les renaissances. Ce qui fascine, dans leur destin, c'est cette coexistence de la splendeur et de la cassure. Comme si la France entière avait aimé chez eux ce qu'eux-mêmes ne parvenaient plus toujours à préserver dans l'intimité, une forme d'harmonie. On leur a beaucoup demandé d'incarner un idéal, peut-être trop. On les a regardés comme un refuge, peut-être sans voir qu'ils vivaient, eux aussi, dans le vacillement. On a voulu des chansons, des images, des preuves d'éternité. Eux avaient des enfants à protéger, des angoisses à contenir, des contradictions à gérer, des choix impossibles à faire. Il existe dans les couples célèbres une violence particulière, celle de devoir continuer à représenter quelque chose alors même que l'on n'est plus sûr de pouvoir se sauver soi-même. Chez France Gall et Michel Berger, cette tension a probablement été extrême. Continuer à créer ensemble malgré les fêlures, continuer à apparaître ensemble malgré les rumeurs, continuer à aimer peut-être, mais autrement, douloureusement, imparfaitement, humainement. C'est ce que Double Jeu raconte peut-être au fond, non pas une tromperie au sens trivial, mais une dualité permanente entre ce qui se montre et ce qui se vit. Après la mort de Pauline, France Gall se retire davantage encore. Elle reste toutefois présente à certaines causes et s'engage notamment auprès de l'association Cœur de Femmes. Les années passent, mais le deuil ne s'efface pas. Il change seulement de forme. Puis, bien plus tard, lorsqu'elle revient avec le projet musical Résiste, beaucoup y voient une manière de faire vivre encore l'univers de Michel Berger, de prolonger le fil, de ne pas laisser la disparition avoir le dernier mot. Même dans l'éloignement, même dans la fatigue, même après tant de pertes, elle continue à porter quelque chose de d'eux. Et puis vient le dernier chapitre. Le 7 janvier 2018, France Gall meurt à 70 ans, à l'hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, après un combat contre le cancer compliqué par une infection. L'annonce provoque une émotion immense. Emmanuel Macron salue alors une artiste qui laisse des chansons que tous les Français connaissent et l'exemple d'une vie vouée aux autres. Derrière l'hommage officiel, il y a surtout un sentiment national très particulier, celui de perdre non seulement une chanteuse, mais une voix liée à toute une mémoire collective. Une voix qui avait accompagné la jeunesse de beaucoup, puis leur âge adulte, puis leur nostalgie. Ces obsèques ont lieu quelques jours plus tard, et elle rejoint au cimetière de Montmartre Michel Berger et Pauline. Cette image suffit presque à elle seule à résumer toute l'histoire. Une famille brisée, réunie enfin dans le silence.
Il y a quelque chose d'insoutenable et en même temps d'étrangement apaisé dans cette idée, comme si la vie avait été le lieu du combat permanent et la tombe, celui de la réunion impossible autrement. Reste alors la question la plus douloureuse. Qu'a-t-elle laissé à ceux qui l'aimaient, à son fils Raphaël, au public, à tous ceux qui ont grandi avec ses chansons? Elle a laissé plus qu'une discographie, elle a laissé une preuve bouleversante. On peut être adulé et pourtant ravagé. On peut être iconique et pourtant terriblement vulnérable. On peut produire de la beauté tout en vivant au milieu des ruines. Cette vérité-là dérange, parce qu'elle détruit les légendes simples. Mais elle rend aussi France Gall et Michel Berger plus proches de nous, plus humains, plus immenses peut-être. Leur histoire n'est donc ni un conte parfait, ni un vulgaire scandale. C'est une tragédie moderne, une tragédie française, au sens presque classique du terme. L'amour, la gloire, le secret, la maladie, la faute possible, le temps qui presse, la mort qui coupe la parole avant qu'elle n'aille au bout. Voilà pourquoi leur histoire continue de hanter. Non pas parce qu'elle offrirait la jouissance facile d'un couple idéal démasqué, mais parce qu'elle nous oblige à regarder en face ce que la célébrité ne peut jamais annuler. La souffrance intime, l'ambivalence des liens, l'impossibilité de tout réparer. Et peut-être est-ce là, au fond, la vérité la plus troublante sur France Gall et Michel Berger. Ils n'étaient pas faux. Leur amour n'était pas une mise en scène totale. Leur art non plus. Mais leur bonheur n'était pas la forteresse invincible que l'on a racontée. Derrière le mythe, il y avait des êtres qui luttaient. Derrière la grâce, il y avait la peur. Derrière les harmonies, il y avait des nuits d'angoisse. Derrière les refrains, il y avait des larmes qu'aucune caméra ne filmait. Alors, quand aujourd'hui encore leurs chansons reviennent, lorsqu'une génération entière fredonne leurs mélodies comme on rouvre une boîte à souvenirs, ce n'est pas seulement la nostalgie qui parle. C'est aussi la reconnaissance d'un mystère. Comment tant de lumière a-t-elle pu naître d'une vie si souvent traversée par l'ombre? Comment une femme aussi éprouvée a-t-elle continué à porter une voix aussi limpide? Comment un homme pressé par ses propres tourments a-t-il pu écrire des chansons si profondément consolatrices? C'est peut-être parce qu'ils savaient, parce qu'ils connaissaient le prix des choses, parce qu'ils avaient vu de près ce que le bonheur risque à chaque instant de perdre. Et c'est pour cela qu'on ne les oublie pas. On ne les oublie pas parce qu'ils furent célèbres. On ne les oublie pas seulement parce qu'ils furent talentueux. On ne les oublie pas parce qu'ils racontent quelque chose d'universel. La beauté n'efface pas la douleur, mais elle peut lui survivre. L'amour ne sauve pas de tout, mais il laisse des traces plus fortes que le temps. Et certaines voix, même brisées par la vie, continuent longtemps après leur disparition à parler pour ceux qui n'ont plus les mots. France Gall et Michel Berger ont laissé derrière eux des chansons, oui, mais ils ont laissé davantage encore, une blessure transformée en héritage, une histoire dont la part d'ombre continue de troubler parce qu'elle fait vaciller l'image parfaite, et une émotion qui, elle, ne s'est jamais éteinte. Dans le cœur du public, dans les silences de ceux qui les ont aimés, dans la mémoire de leurs fils, dans les disques que l'on remet encore, il reste cette impression étrange, tenace, presque sacrée, celle d'un couple qui a donné au monde ses plus belles mélodies pendant que la vie, en secret, lui réclamait presque tout.